Bonjour à tous, on se retrouve sur Kifim en partenariat avec Ouest France pour un nouveau focus de société. Et aujourd'hui, on parle de The Art Project. Je suis avec Lezla et il va nous parler The Art Project, donc de The Art Project. Alors dans The Art Project, vous êtes une équipe d'enquêteurs, d'experts, ils disent, et vous êtes chargé de récupérer des œuvres volées. C'est en gros l'histoire du film Inglourious Basterds. Sauf que là, il n'y a pas forcément de spécification sur le fait que ça se passe post-guerre ou autre. Donc voilà. Ça, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir récupérer des œuvres volées. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu de prise de décision et un petit peu de jet de dés, un petit peu de combat au dés, quoi. Et c'est de 1 à 6 joueurs, à 3, à 4, je pense que c'est bien. Je ne l'ai pas essayé à 2, je ne suis pas sûr du résultat. Je pense que ça doit marcher à 2, moi. À essayer. Bon, donc, en tout cas, non, c'est de 1 à 6, recommandé à 3, c'est sûr. À partir de 12 ans, oui, je pense que c'est vrai. Il gagne pas mal en difficulté par la suite. 10 ans, tu vois, moi j'hésite à le faire jouer à mes filles. Donc voilà. C'est un jeu de Florian Sirex et Benoît Turpin. Benoît Turpin, il est hyper connu. Enfin, c'est l'auteur de Welcome, notamment. Et Florian Sirex, c'est l'auteur de After Us. Donc voilà. Et c'est illustré par Vincent Dutray. Vincent Dutray, je crois qu'il a quasiment 190 jeux illustrés à son actif. Dont, il a fait After Us d'ailleurs. Il a fait After Us, il a fait All Tree, il a fait Hit, il en a fait plein. donc voilà. Et c'est chez Lumberjack Studio. Donc, comment ça marche? Alors, vous allez avoir une carte d'un pays, à peu près. Donc le premier pays, par exemple, c'est le Japon, dans laquelle il y a plusieurs villes. Et dans ces villes, il y a une mafia qui est présente, qui s'appelle la Main Blanche, donc qui a volé des œuvres d'art. Donc vous allez essayer de les récupérer. Pour ça, vous allez remplir des missions. Donc à chaque tour de jeu, tous les joueurs en même temps reçoivent 2 missions, et vous devez en garder qu'une seule. Vous décidez de laquelle vous gardez après avoir échangé avec tout le monde. Donc c'est là où il faut échanger, il faut discuter. C'est vraiment le moment coopératif du truc. Une fois que la décision est prise, chaque joueur garde une mission. Encore une fois, en discutant avec tout le monde, on décide dans quel ordre on joue, parce qu'il n'y a pas d'ordre fixe. Et donc, on va résoudre les missions. Ça revient à payer des ressources, on va dire faire placer des nouveaux agents de la Main Blanche dans certaines villes, et éventuellement encaisser des gains. Et on peut se déplacer aussi. Alors ça, c'est après. Une fois que tout le monde a mis ses missions, au dos des missions, il y a des villes qui sont symbolisées par des icônes. Et en gros, si une ville sort 3 fois, vous allez faire apparaître une œuvre d'art dans cette ville-là. À partir de ce moment-là, on va passer à la phase déplacement. En phase déplacement, vous pouvez cramer en gros des petits jerrycans d'essence pour vous déplacer, aller dans les villes où éventuellement il y a des caisses, où il y a beaucoup de mains blanches et il faudra enlever des agents, et donc vous battre contre eux. Si vous arrivez dans une ville et qu'il n'y a qu'une caisse qui représente des œuvres d'art et qu'il n'y a pas d'agent de la Main Blanche dedans, vous gagnez immédiatement l'œuvre d'art. Sinon, il va falloir vous battre contre les agents de la Main Blanche, et donc c'est un petit combat de dés. Le jeu vous indique, selon votre progression, en fait, quel est le niveau de difficulté de la Main Blanche, et vous devez faire plus. Alors, si vous êtes tout seul et que vous avez un seul dé, si vous êtes 2, vous avez 2 dés, si vous êtes 3, vous avez 3 dés, et vous pouvez acheté des dés supplémentaires, on appelle ça des alliés, qui vont vous aider à faire plus que le chiffre à atteindre pour représenter la Main Blanche. C'est là où la difficulté du jeu réside, puisque faut réussir à faire plus et bisser des dés. Donc il y a des fois, si vous lancez 6 dés et que vous faites 6-1 et qu'il fallait faire un total de 25, c'est sûr ça va être dur à rattraper. Donc il faut calculer un petit peu, ah ouais, mais là, ça fait une moyenne de 5 par dé, c'est difficile à faire, peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on y aille à plus ou qu'on arrive à avoir un autre dé, etc. Donc là, il y a une grosse partie et de chance, mais du sel du jeu, c'est là où il faut réussir à contrer le hasard, en fait. Tout le jeu réside dans ça, il faut contrer le hasard à ce moment-là. Pour gagner ce nouveau dé, il vaut une autre ressource, qui est le Talkie-Walkie, le Talkie-Walkie justement pour discuter, et du coup, ça nous permet, avec ces trucs-là, d'avoir un nouveau dé. Ou dans la zone de combat, vous pouvez avoir également comme ressource des petits pistolets pour pouvoir tirer sur les agents de la Main Blanche, qui vont donc vous aider en vous donnant des petits bonus de chiffres. On recommence, ensuite des manches, on les enchaîne. Globalement, le jeu se fait en un temps donné qui est symbolisé par le nombre de cartes dans la pioche de mission. Et il faut que vous récupériez 7 œuvres d'art. Si vous tombez, le paquet de cartes s'écoule et que vous n'avez pas les 7 œuvres d'art, vous avez perdu. Si un agent meurt parce qu'il s'est trop battu contre la Main Blanche ou parce que vous n'avez plus de ressources
et plus de cœur, vous perdez. Si vous devez mettre des ressources quelque part et que vous ne pouvez pas, vous perdez. Il y a plein de façons de perdre, ça c'est pas un problème. Donc voilà, ça se déroule assez bien, c'est extrêmement facile à prendre en main, du coup, parce que comme on le voit, il n'y a que 4 étapes dans une phase qui sont décider de la mission qu'on garde. Les 4 missions, elles sont très simples. Discuter ensemble de ce qu'on fait ou pas, est-ce qu'on se déplace, les combats au dé, et on recommence. Donc voilà, c'est très très facile à prendre en main. Le premier pays, c'est le Japon. C'est vraiment une partie didactique. Et après, on va changer de pays, on va aller en Égypte, aux États-Unis. Et chaque scénario apporte des modifications de règles qui vont rendre le jeu souvent un petit peu plus difficile. Il y en a combien au total de pays ? Eh bien, je ne sais pas. Il y en a au moins 6 ou 7 au moins, ouais. Alors, ce que moi j'en ai pensé, je veux dire que la première partie m'a un peu surprise parce que le premier scénario est vraiment assez facile, alors que le jeu a la réputation d'être difficile. Par contre, dès qu'on change de pays, quand on passe à l'Égypte, qui est globalement un peu les mêmes règles, sauf que dans le Japon, vous pouvez quasiment vraiment passer de n'importe quelle ville à n'importe quelle ville. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que si une ville est contrôlée à 100% par la mafia, vous n'avez plus le droit ni d'y aller, ni de la traverser. Et dans le deuxième scénario, les villes, elles sont en ligne. Donc si vous perdez une ville du milieu, ça va devenir très difficile. Donc très rapidement, les scénarios, ils montent en difficulté. Et du coup, le jeu devient pour le coup vraiment difficile. Et du coup, ils ont bien géré ça. Et on a vite envie d'aller explorer les autres scénarios. Notamment... ce qu'on avait un peu fait quand on a commencé à regarder l'Égypte, on regarde la page d'à côté, on voit les États-Unis, on fait « Oh, la règle des États-Unis, elle a l'air sympa aussi ». Donc, on peut comme ça anticiper un petit peu le truc. Et clairement, je suis passé de cette sensation à ma première partie qui me disait « Oh, quelque part, je suis un peu déçu ». Qu'on a fait la deuxième, on a refait le premier scénario, puis on a fait le deuxième, j'étais là « Ah, vas-y, j'ai trop envie de continuer ». Et déjà, pour réussir le scénario qui se joue à rien du tout, c'est tout tendu. Et puis enchaîner, voir les nouvelles règles, voir ce qu'ils ont inventé et tout. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, les mécaniques restent les mêmes, mais par contre, ça modifie quand même sa façon de jouer. On va essayer de réfléchir autrement, puisqu'on n'a pas les mêmes contraintes en fonction du plateau. Donc forcément, ça reste le même jeu, mais avec des conditions et une façon de réfléchir qui va être différente. Et donc ça, c'est intéressant. Ouais, ça permet de bien le rejouer avec d'autres gens. Alors, vous pouvez à la limite squeezer le premier scénario après, mais je pense qu'il y a... quand vous ressortez le jeu avec d'autres gens, vous pouvez, si vous le connaissez, dire tiens, on va faire ce scénario-là parce qu'il est relativement simple à prendre en main, mais un peu plus difficile. Ouais. Selon le niveau, on va dire, d'expertise des joueurs, si c'est vraiment pour rigoler, faites le premier. Si c'est des joueurs qui veulent un peu plus, on peut aller sur d'autres. Donc au final, je trouve l'objet ludique vraiment sympa. Et vraiment, son gros point fort, c'est ça, c'est vraiment hyper simple à prendre en main. Il pourrait y avoir un petit effet leader parce que ça reste un moment où on discute et quelqu'un pourrait imposer son point de vue, mais cela dit, nous, on n'en a pas eu dans nos parties. Non. Donc, alors, soit on est une équipe un groupe de joueurs hyper éduqués. Parce qu'on a nos propres cartes et on ne peut pas vraiment dire ce qu'on a. Alors, on les dit, après, la communication limitée, c'est toujours... mais on ne monte pas nos cartes, donc on va quand même choisir nos propres cartes et on va du coup dire, là, je joue d'abord. Et en fait, on ne sait pas ce que l'autre a. Donc, à un moment donné, l'effet leader, il est forcément limité par ce fait. C'est vrai que c'est une petite bizarrerie du jeu, c'est que c'est pas vraiment un jeu à communication limitée, parce que tu peux dire tout ce que tu veux, mais tu n'as pas le droit de montrer tes cartes. Donc, tu as tout à fait le droit de dire, alors moi, ma carte, elle a ça, puis elle a ça, puis elle a ça, puis elle a ça. Et ce serait très factuel et un peu relou, mais tu peux le faire. Mais c'est vrai que tu te rends compte que dans le jeu, en fait, quand tout le monde commence à dire ce qu'est ses cartes, ce que les gens voudraient faire, et puis on discute, on s'aperçoit des fois, zut, on a oublié une information, ou on s'est mal compris, notamment quand tu es à 4 joueurs, par exemple, tu vas vite avoir quelqu'un qui dit qu'il a besoin de quelque chose. Il y en a un qui lui dit je l'ai, et puis l'autre aussi il en avait besoin, mais il ne l'a pas dit assez fort. Enfin, donc ça marche en fait, ce petit côté, dire vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de montrer vos cartes. Ça t'oblige quand même à un niveau de communication un petit peu plus poussé. Donc voilà, moi j'ai trouvé que ça marchait vraiment bien, j'ai hâte d'y rejouer, je pense qu'il va avoir une belle petite durée de vie en tout cas, parce que là on est en train de le faire avec notre groupe de joueurs, mais moi j'envisage de le faire après avec mes enfants. C'est chouette. C'est un bon petit coop, facile à prendre en main, pas trop long, je sais pas si j'ai dit, on est sur des parties de 30-40 minutes. Donc c'est assez facile d'enchaîner 2 parties sans que ça prenne trop longtemps. Moi, je le voyais plus complexe, des échos qu'on en avait eu, etc. Je le voyais vraiment plus... J'avais compris qu'il était plus difficile. Alors ce que tu m'as dit, c'est qu'il était difficile de le gagner, mais en termes de règles, c'est vrai qu'il est très accessible, il se prend très facilement en main, la communication, elle se fait bien.
on a un peu les sensations, je trouve, d'un pandémie, un peu parce qu'il y a la main blanche qui se développe et on se déplace pour enlever la main blanche. Il pourrait même être plus frustrant quelque part et plus sujet au hasard que pandémie, parce que dans pandémie, t'as pas les dés. Oui, alors que ça. là, le moment des combats des dés, bon, t'as pas de bol au dé, t'as pas de bol au dé. Donc on pourrait penser, pareil, que le dé, en fait, moi, j'avais pas non plus estimé autant de hasard dans le jeu, mais en fait, comme on récupère un dé supplémentaire, on se dit allez on y va, 3 et tout. Donc en gros, on peut dépenser des cœurs pour ajouter. Il y a les pistolets qui nous permettent encore d'ajouter des points. Donc finalement, ce hasard, il est assez contrôlable. Il est très contrôlable. Bien que notre dernière partie, on l'a perdu sur le dernier jet de dés qu'on n'a pas réussi. Ouais, mais c'était super rigolo. Enfin, c'est pareil parce que finalement, tu arrives à la fin de la partie, il te reste qu'une seule action. Il faut que tu gagnes le combat contre la main blanche, sinon la partie est perdue. Et t'es là, tu mets tout ce que tu peux dans la bataille en disant attention, fais ça, on peut peut-être avoir le pistolet, machin et tout. Donc tu sais, en fait, on savait qu'on était en grande difficulté. Donc on a beaucoup réfléchi pour arriver au meilleur stade possible jusqu'à ce qu'on s'est dit bon, on a une chance sur 3 de gagner. Et c'est le dé qui décide. Voilà. Donc, mais voilà. Alors effectivement, là il y a du hasard, mais il est très contrôlable, il est très... en fait, il faut vraiment l'anticiper, tout le jeu repose là-dessus. C'est que tu pourrais tout à fait jouer en disant on va tout laisser faire le hasard, tu vas perdre. Mais tu pourrais... Alors qu'en fait, tout le but, c'est de réduire le hasard pour arriver à un combat en étant quasiment sûr de gagner ou te dire, bon, bah, j'ai 95% de chance, si je perds, c'est pas de bol, quoi. Après, les illus, c'est Vincent Dutrait, donc après, il a vraiment un dessin très marqué, donc après, on aime ou on n'aime pas. Et en fait, à la fois, je trouve ça beau, et à la fois... il y a quelque chose qui... Voilà, mais de toute façon, toutes ces couvertures, toutes ces illustrations sont du même type. Mais donc, c'est à la fois beau et en même temps, je sais pas. Sauf Lueur. Sauf Lueur, mais il l'a fait en duo. Mais voilà, du coup, The Art Project, franchement, c'est une belle surprise. J'ai envie de faire les autres scénarios aussi. Un pandémie un peu plus, finalement, simple, on va dire. Plus accessible. Plus facile à prendre en main. Moins d'effets leader. Ouais. Et avec finalement un hasard un peu contrôlable. Ouais. Donc, il a la réputation d'être très dur, il nous reste encore des scénarios à faire. Donc, on peut choisir aussi, nous on a joué, il faut le dire, en mode facile. Oui. Parce que, ah oui, on a gagné en mode facile. Parce qu'en fait, on peut choisir avec combien de cœurs on démarre. Donc si on démarre, nous on a choisi, surtout sur le deuxième scénario où on ne connaissait pas, on s'est dit on part avec 4 cœurs. Bon, voilà, donc on peut décider de partir. C'est ça qui est marrant dans la règle, si on part avec un cœur, c'est ça Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, donc ça c'est marrant. Et tu disais la règle aussi, on l'a pas dit. Elle est très bien faite, la règle, elle est chapitrée avec des espèces de petits marque-pages qui permettent d'aller directement là où on veut. Des onglets. Ouais, des petits onglets. Niveau édition, c'est très travaillé, la règle est très chouette. Ouais. Elle participe à la prise en main aisée du jeu. Ouais. Voilà. Donc franchement, si vous cherchez un petit coop accessible, plutôt joli, avec qui se prend bien en main, franchement, c'est une bonne reco coop de cette année. Ouais, un très bon petit coop, ouais, carrément, ouais. Eh ben, merci le Zla pour cette présentation. De rien. On se retrouve très bientôt pour un nouveau focus, mais en attendant, abonnez-vous sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Instagram, voilà, tout sera marqué en bas. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain focus jeu de société. Et on se retrouve également le 9 décembre. Le 9 décembre. Donc là, si vous regardez la vidéo avant. Donc 9 décembre 2023 à Rennes pour une soirée jeu. On vous met tous les détails dans la description. Salut. Salut.